Alors, nous allons parler des exercices de transmission ciblée. J'ai décidé non pas de sonoriser le cours, parce que le cours en lui-même, bon, il n'est pas très compliqué, ça vous l'avez compris. Je vous l'accorde, le plus difficile, c'est après l'application. Donc, je me suis dit que ce serait plus pertinent que de vous expliquer la correction. Donc, on va défiler comme ça, diaporama par diaporama. On va reprendre les 3 TPG dans l'ordre et les exercices dans l'ordre. Je vais vous expliquer, vous argumenter à chaque fois les réponses. Alors, nous commençons par le TPG numéro 1. Premier exercice, il y avait plusieurs transmissions. Alors, pour la transmission numéro 1, Monsieur Romain a fait une chute. À midi, il a déjeuné. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas du tout conforme. Voilà. Ça n'a aucun rapport. Il a fait une chute. À midi, il a déjeuné. Les 2 éléments n'ont aucun rapport. Il n'y a pas de cible. On ne sait pas de quoi il s'agit. On est sur 2 éléments. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de résultat. Voilà. Il a fait une chute, d'accord, mais il y avait plein d'autres éléments à développer. Et puis pas de lien donc, entre le déjeuner et la chute. Donc celle-là, elle n'était pas du tout conforme. Passons à la transmission 2. Madame Hénard a pris son traitement contre l'hypotension orthostatique à 8h30, tension artérielle à 8h assise 11,6, debout 8,5, tension artérielle à 10h, assise 12,7, debout 10,6, ne s'est pas levé. Alors, déjà, c'est pas très chronologique parce qu'on dit qu'elle a pris son traitement à 8h30 et ensuite on parle de la tension à 8h. Ok, il n'y a pas de cible, on ne sait pas quel est le problème. A pris son traitement, oui, ok, ça c'est à la rigueur, l'infirmière va cocher dans son diagramme que le médicament a été distribué et pris, mais je vois pas où est le problème. Dans ces cas-là, il aurait fallu cibler qu'elle avait des problèmes d'hypotension orthostatique, puisqu'en effet, on voit bien que quand elle se lève, elle est à 8,5 de tension. Donc voilà, les données, en termes de données, c'est intéressant, avec plusieurs épisodes, un à 8h, un à 10h. Mais voilà, il n'y a pas de cible, et puis on ne sait pas au niveau des actions, c'est pas clair. Donc ce n'est pas une transmission ciblée conforme. Nous passons à la transmission numéro 3. Présence d'une rougeur cutanée au niveau du sacrum, a eu la visite de ses petits-enfants, fête de famille ce week-end, demande d'autorisation de permission auprès du médecin pour samedi-dimanche, accorde la permission pour samedi à dimanche, avec préparation des traitements. Alors, pareil, là on a 2 informations. Ça voudrait dire que quand on a 2 problématiques, 2 informations différentes, il faut absolument que vous fassiez 2 cibles. Là, apparemment, il y a un problème d'escarre. Ok, très bien, présence d'une rougeur cutanée au niveau du sacrum. Ça, c'est uniquement une donnée. On est dans l'ordre des données, on décrit le problème. Il aurait fallu déjà donner un titre, donner une cible, donner un titre au problème. Notamment l'escarre, puisque là, on voit bien que les données expliquent que c'est une escarre qui est en train de se former au niveau du sacrum. Et les actions entreprises derrière. Donc ça aurait été normalement la première cible. Ensuite, la deuxième partie, alors là, c'est un petit peu plus pertinent. Alors, il aurait fallu quand même cibler. Donc, la proposition qu'on fait, c'est mettre permission ou visite à la famille. Voilà, vous pouvez toujours, une cible doit toujours être très courte, très concise. Ça arrive qu'il y ait des patients comme ça qui partent en permission le week-end. On peut mettre une cible, permission. Et on explique. Voilà, on explique le pourquoi du comment et ce qui a été mis en place, qu'on a demandé au médecin qu'il a donné son accord et surtout qu'on a mis en place le traitement. Donc, elle n'était pas complètement conforme et surtout, il aurait fallu faire 2 cibles et les détailler toutes les 2, précisément. On passe à la transmission 4. Brûlure mictionnelle ressentie par Madame G, qui l'a dit à Agnès, du coup elle a fait une bandette urinaire positive à nitrite. Bernard a prescrit un ECB qui a été réalisé. RAS, surveillance de la tempe, malgré l'information du médecin. Madame G n'a rien compris, comme d'habitude. Alors, ça, vous avez été tous sensibles
au fait que c'est dénigrant, il y a un jugement de valeur vis-à-vis de la patiente, donc ça ne va pas du tout. Et puis, déjà, on ne sait pas quelle est la cible. La transmission n'est pas du tout structurée. Voilà, alors on a plein d'éléments comme ça. Et alors surtout, c'est du grand n'importe quoi. On a les prénoms, c'est pas les prénoms qui comptent, c'est la fonction. Voilà, hein, donc infirmière prévenue, médecin prévenu, ou le médecin a prescrit, mais pas Bernard, Agnès, Tartampion, ça n'a aucun intérêt. Et puis, ce que vous avez pu repérer aussi, hormis les jugements de valeur, c'est attention aux abréviations qui sont parfois très personnelles et que l'on ne va pas toujours comprendre. Quelqu'un va vous lire derrière, il ne va peut-être pas vous comprendre. On peut utiliser des abréviations à la seule condition qu'elles soient admises et connues de tous. Voilà, on ne fait pas des abréviations personnelles. Voilà, donc elle n'était pas du tout pertinente. Hein. Celle-là, c'est du narratif, du grand n'importe quoi. On arrive à la transmission 5. Ça, en effet, alors il y en a qui ont trouvé qu'elle n'était pas conforme, parce qu'en effet, je n'ai pas noté cible, données, action, résultat. Mais là, on repère bien. Fatigue, c'est la cible, c'est court, c'est net, c'est précis. Et c'est bien le problème qu'elle a, hein, ce jour, cette dame. 9h, Madame G n'a pas voulu faire sa toilette au lavabo. Ça, ce sont les données. Hein. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Vous lui avez donné le matériel pour effectuer la toilette au lit. Et le résultat, c'est qu'elle a réussi à faire sa toilette, elle va mieux et qu'elle envisage éventuellement de la faire demain au lavabo. Donc celle-là, elle est tout à fait conforme. Vous voyez, c'est court, c'est net, c'est précis, c'est horodaté, on a l'intitulé de la cible. Voilà, celle-là, elle est très bien. Recevable. Alors, toujours dans le TPG1, nous passons maintenant à l'exercice numéro 2 où il y avait plusieurs situations cliniques. Alors, on passe à la situation clinique numéro 1. Petit rappel, Madame B, 30 ans, divorcée, 2 enfants, hospitalisée depuis le 27 mars, suite à une thrombose veineuse profonde qui nécessite un repos strict au lit pendant 1 semaine. Et le 28 au matin, voilà, elle se plaint, elle a des sanglots dans la voix. Comment je vais faire ? J'ai personne pour regarder les enfants. Ma famille habite loin. Je connais personne sur qui je peux compter. Alors, vous m'avez beaucoup amusé pour certains. On appelle le mari et le mari va s'occuper des gosses. C'est bon, le résultat, ça y est, maintenant elle n'est plus inquiète, le mari va s'occuper. Où vous avez vu qu'elle avait un mari ? Où ? Elle est en train de vous dire, comment vais-je faire ? J'ai personne pour garder mes enfants. Elle n'est pas neuneu, la dame, si elle avait un mari à la maison pour garder ses enfants. Hein, elle ne serait pas là en train de sangloter et elle saurait que son mari est en train d'occuper de ses enfants. Alors qu'est-ce que vous allez m'inventer des histoires de mari ? Elle vous dit qu'elle a personne, c'est qu'elle n'a pas de mari et qu'elle a peut-être un chat et c'est pas le chat qui va garder les enfants. Hein ? Voilà, donc n'allez pas m'inventer des choses, vous restez sur les éléments. D'accord ? Donc, si on passe à la diapositive suivante, le corrigé de la situation clinique 1, il fallait cibler inquiétude ou anxiété. Après, vous dites comme vous voulez. Voilà, la dame, elle est inquiétude, anxiété. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Après, vous pouvez proposer un autre terme, mais l'important, c'est... Voilà, il y a de l'inquiétude chez cette dame. Hein, voilà, elle est inquiète par ça. Dans les données, vous expliquez voilà, qu'elle, vous l'avez trouvée en sanglots, et qu'elle vous a exprimé qu'elle était inquiète pour la garde de ses enfants. Alors, vous voyez, du coup, on utilise un langage très court, très concis. Parfois, vous m'avez fait des phrases très très longues. C'est pas la peine. Essayez d'aller vraiment à l'essentiel. On met la cible, hein, parce qu'en plus la cible elle va apparaître dans la colonne de gauche. Là, je vous ai pas fait la mise en forme, hein, mais la cible elle va être dans la partie gauche. Et puis après, il y a une toute petite colonne où on va mettre D, A ou R. Et puis après, on a une colonne à droite qui est beaucoup plus large où on peut écrire des choses. D'accord ? Mais c'est pas la peine d'en faire des phrases et des phrases et des phrases parce que c'est très rébarbatif et on va pas à l'essentiel. Donc, si vous avez un talent littéraire avec un style proustien, vous évitez, vous faites un truc à la Philippe Sollaire, c'est un truc hyper court, hyper concis, hyper précis. Donc, on met la cible, c'est un mot ou un petit groupe de mots. Certains m'ont mis, on verra dans les exercices ultérieurement, certains m'ont mis en cible carrément une phrase. N'a pas pu se lever ce matin. Non, c'est pas une cible.
Pourquoi n'a-t-elle pas pu se lever ce matin? Ça, c'est un constat, c'est une donnée. Vous avez remarqué qu'elle n'avait pas pu se lever. Bon, là, je digresse sur d'autres exemples. Revenons à notre cas clinique de la dame qui est inquiète. Donc, vous pouvez mettre des choses très courtes. Sanglots. Sanglots, pas la peine de dire « ce matin, au moment où je rentre dans la chambre, je la vois en train de pleurer. » Sanglots, ça veut dire la même chose. Elle a pleuré. Ou a pleuré. Voilà, a pleuré ou sanglots. Très court, concis, c'est net, c'est bref, on comprend ce qui se passe. Et évidemment, vous avez discuté avec elle. Et ce qui est ressorti dans ce qu'elle vous a dit, c'est qu'elle était inquiète pour la garde de ses enfants. Donc, il y a 2 éléments à faire ressortir. Les sanglots et son inquiétude par rapport à l'objet de son inquiétude, le fait qu'elle ait personne pour garder ses enfants. Les actions. Alors, c'est vrai que les actions, on n'a rien écrit dans l'exercice. Je n'ai pas proposé d'action. C'est dans les actions, dans les exercices que je vous donnerai ultérieurement, même au moment de l'évaluation. Ce que je vais vous demander, c'est de proposer des actions. Parce que dans la vraie vie, vous observez quelque chose. Donc les données, elles vous arrivent comme ça, comme une évidence. La personne pleure, ou vous prenez la température, elle a 39. Voilà, les données, elles sont flagrantes. D'accord ? Il faut réfléchir après, analyser la situation et en déduire c'est quoi le problème. Donc là, ça demande déjà un petit peu d'analyse pour pouvoir cibler le problème et donner une cible qui soit pertinente au regard des données que vous avez observées, que vous avez vues, qui sont flagrantes. En revanche, dans la vraie vie et dans l'exercice, c'est un petit peu ce que je vous demande. Parfois, je vais vous mettre quelques petites actions, mais pas nécessairement toutes. Parce que dans la vraie vie, vous vous doutez bien que là, si vous vivez cette situation-là, je me suis arrêtée juste au moment où elle sanglote et elle est inquiète par rapport à ses enfants. Vous n'allez pas la snober, la dame. Vous n'allez pas repartir en disant « Oui, écoutez, madame, c'est votre problème. Hein. » Vous n'allez pas lui répondre ça à la dame. Ou alors vous n'allez pas l'ignorer et dire « de toute façon, on est à l'hôpital, on ne peut rien faire. » Bien sûr que non. Vous voyez quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est inquiet, la première des choses que vous faites, c'est que vous vous arrêtez auprès d'elle et que vous allez la faire parler, vous allez l'écouter, vous allez discuter avec elle, voir éventuellement la faire réfléchir quelles sont les possibilités qui pourraient là se présenter à elle pour que quelqu'un prenne le relais. D'accord ? Donc, dans la vraie vie, vous allez forcément, même spontanément, faire des actions. C'est pour ça que je ne vais pas nécessairement vous les donner. C'est à vous de proposer, au regard de la situation qui se présente dans ce que je vous explique. Parfois, je vous donnerai quelques actions. Vous pouvez même aller au-delà de ce que j'ai mis comme action. Et parfois, je ne vous mets pas d'action. Et c'est à vous de faire des propositions au regard de votre expérience et de vos connaissances. Voilà, donc là, on propose, et c'était pas noté dans l'énoncé. Donc moi, par exemple, je vous fais une proposition, voilà, écouter, rassurer et faire appel ou voir pour en parler à l'assistante sociale ou faire appel à l'assistante sociale. Certains m'ont mis un résultat, évidemment, on n'en sait rien. On va mettre en place des choses, là, à ce stade, dans l'énoncé, on peut imaginer les actions qu'on va mettre en place. Les résultats, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas quelle solution. Voilà. Je ne l'ai pas noté dans l'énoncé. J'aurais pu mettre qu'en effet, vous avez discuté avec elle et qu'après, elle a été rassurée. Même si on ne sait pas exactement ce que vous lui avez proposé. Mais n'inventez pas un résultat si vous n'avez pas de résultat. D'accord ? Donc, clair, net, précis, on va à l'essentiel. Dites-vous, dans ces petits cas, qu'est-ce qui se passe là ? Cette dame, j'arrive, elle pleure, et elle me dit qu'elle est inquiète pour la garde de ses enfants. Donc ça, on sait des données. Donc j'analyse, elle est anxieuse, la dame. Là, j'ai trouvé la cible. Qu'est-ce que je propose comme action ? Est-ce que dans l'énoncé, j'ai des résultats ? Dans la vraie vie, bien sûr que les résultats, vous irez les chercher. Vous verrez bien dans les minutes, les heures ou les jours qui suivent si oui ou non, on a obtenu un résultat. Mais cherchez pas midi à 14h. Donc voilà, il se passe plein de choses. Blablabla, là, il y a toute une page d'énoncé. Regardez, la synthèse, elle est très courte. Passons à la diapositive suivante. L'exercice, situation clinique 2. Donc là, le 8 mars, Madame S, 85 ans, en EHPAD, elle a fait 2 épisodes de diarrhée en fin de nuit. Ce matin, vers 8h, vous lui prenez les paramètres vitaux. Pouls, tension, température. Elle ne veut pas se lever, elle ne veut rien manger. Donc nous passons
Nous passons à la diapositive suivante. Le corrigé de la situation clinique 2. Qu'est-ce qui se passe surtout? Elle a un problème de fièvre, la dame. D'accord? Le pouls à combien il était là? 96, la tension 10,6. Mais le plus important, 10,6, bon, elle a une petite tension. Mais là, le plus important, c'est sa température à 39. Le pouls est à 96, rien de plus normal. Quand on fait de la température, quand on a de la fièvre, on a le pouls qui augmente avec. Alors là, c'est vrai, je ne l'ai pas noté dans le corrigé. On pourrait rajouter température à 39,5 et pouls à 96. C'est vrai que ce serait là, pour le coup, pertinent de noter le pouls et la température. Vous comprenez de cette situation que la dame, elle fait de la fièvre. Alors, soit vous mettez hyperthermie, fièvre, mais c'est bien ça le problème. Vous n'êtes pas médecin, vous ne savez pas à ce stade ce qu'il en est. Alors, c'est vrai qu'elle a fait 2 épisodes de diarrhée en fin de nuit. Bon. Elle a certainement une infection d'origine digestive. Vous n'êtes pas médecin, ce n'est pas à vous de poser le diagnostic. D'accord? Cette nuit, elle a fait de la diarrhée. C'est pas probablement. C'est assurément, l'équipe de nuit aura ciblé le problème de diarrhée durant la nuit. Vous ce matin, pour l'instant, on n'a pas de diarrhée. Donc, c'est pas la peine de reparler de la diarrhée. D'accord? Éventuellement, en fin de journée, si elle n'en a pas fait, l'équipe de nuit a peut-être ciblé qu'il y avait de la diarrhée. Vous pouvez éventuellement, dans la journée, si elle ne fait plus de diarrhée, vous pourrez éventuellement mettre un résultat, n'a pas eu de diarrhée aujourd'hui. Hein? Mais ce sera le résultat de la cible de l'équipe de nuit. Nous, ce qui nous intéresse là, ce matin, c'est son problème d'hyperthermie. Elle a 39 et un pouls à 96. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Comme toute personne en hyperthermie, voilà, retrait de la couverture, aération de la chambre, lui proposer de boire, surtout qu'en plus elle a eu la diarrhée, hein, donc vous imaginez, ça ne lui fera pas de mal de boire. Et évidemment, ne pas oublier que vous prévenez immédiatement l'infirmière de cette température. On n'en sait pas plus, d'accord? On n'en sait pas plus. Éventuellement, si l'infirmière lui a donné du paracétamol pour faire baisser la fièvre et que 2 heures après la fièvre est retombée, on pourra mettre un résultat, d'accord? Mais à ce stade, on ne sait pas. Mais par contre, les actions, on peut proposer ça face à quelqu'un qui souffre d'hyperthermie. Alors, il y a un autre problème. Donc, on passe à l'autre diapositive. Il y a une suite de la situation clinique 2. Il y a une deuxième cible. C'est pour ça que j'avais noté avant cible 1. J'ai noté cible 2. Refuse de s'alimenter. Ou fatigue. Bon. Voilà, ne veut pas manger ce matin. Refuse de se lever. Donc c'est pour ça. Alors après, je vous propose 2 possibilités parce que là c'est très réducteur un exercice. Il faudrait aller plus loin. Vous en service, vous êtes confronté à cette situation. Essayez d'aller un petit peu plus loin. Alors, si on analyse la situation, la dame elle a eu de la diarrhée, elle a de la fièvre. Vous imaginez que voilà, au niveau de l'alimentation, elle a pas, voilà, apparemment il y a un problème au niveau digestif. Elle n'est pas bien, elle n'a pas envie de manger. Ou bien il y a tout simplement un problème de fatigue. La dame, elle est âgée, elle a eu de la diarrhée, vous imaginez, elle a passé une sale nuit. Voilà, elle est fatiguée, elle n'a pas envie de manger quand on est fatigué, fiévreux, quand on a eu de la diarrhée de la nuit. En effet, on n'a pas faim. Vos actions, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre une deuxième cible, parce qu'on aurait pu tout mettre ensemble. Mais faites attention des fois à tout mettre ensemble, c'est que dans l'immédiat, vous êtes en apprentissage de l'exercice de la transmission ciblée, il vaut mieux scinder, proposer 2 cibles, d'autant que les actions vont être un petit peu différentes. Quand vous aurez plus d'expérience, dans certaines situations, vous pourrez parfois ne cibler qu'une seule chose. Il est fort probable que l'hyperthermie fasse qu'elle est fatiguée, elle n'a pas faim, et elle n'a pas envie de se lever, elle n'a pas envie de manger, elle n'est pas bien, elle est fatiguée. Donc, là, dans l'immédiat, pour les exercices, c'était bien quand même de séparer ces 2 problèmes. Donc, par rapport à ça, vous avez ciblé le refus ou la perte d'appétit. J'ai mis refus de s'alimenter, on pourrait mettre perte d'appétit. Ou bien fatigue. Les 2 sont pertinents. C'est pour ça qu'il y a des choses que j'ai mis entre parenthèses. Vous mettez les données, ce que vous avez observé, et dans les actions, stimuler pour s'alimenter, inciter à boire, et proposition d'une aide à la toilette au lit. Par exemple, elle est fatiguée, elle a eu la diarrhée. Proposez-lui de faire sa toilette au lit si elle est trop fatiguée.
Alors, nous passons à la diapositive suivante. La situation clinique numéro 3. Là, on avait affaire à une jeune femme de 27 ans, hospitalisée depuis 7 jours, suite à la découverte d'un diabète de type 1. Ce matin, vous débarrassez le plateau du petit déjeuner, vous avez vu qu'elle n'a rien mangé, elle a juste bu son café au lait. Et vers 10h, vous venez dans la chambre pour refaire le lit. Mademoiselle C est dans la salle de bain, elle vient de finir sa toilette. Comme elle vous entend, elle vous appelle et vous dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a la tête qui tourne et vous demande de l'aider à se recoucher. Nous passons à la diapositive suivante. Le corrigé de la situation clinique numéro 3. Là, voilà, je vous ai fait 2 propositions de cible. La dame, elle est jeune, elle a un diabète de type 1. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant parce que vous ne connaissez pas encore toutes les pathologies. Donc là, il faut anticiper un petit peu sur le diabète. Dites-vous bien que quelqu'un qui est diabétique de type 1, il va être sous insuline et un des risques majeurs d'une personne sous insuline, c'est de faire des hypoglycémies. Hypoglycémie, c'est un symptôme. Ce n'est pas... Diabète est un diagnostic médical. Vous ne pouvez pas mettre en cible diabète. Ça, c'est pas possible. Ça ne vous appartient pas. C'est le médecin qui va poser ce diagnostic. Par contre, l'hypoglycémie, c'est un signe. L'hypoglycémie, elle va être confirmée par la GT, par l'hémoglucotest. On est bien d'accord. On serait plutôt là sur une suspicion. Vous pourriez même mettre suspicion d'hypoglycémie. Sauf que dans la vraie vie, voilà, et je l'ai noté dans les actions, il est fort probable, je l'ai mis entre parenthèses, c'est-à-dire que l'infirmière, une fois que vous l'aurez prévenue, elle sera venue faire une glycémie capillaire, sachant que dès l'année prochaine, c'est un geste que vous pourrez réaliser vous-même. Ça fait partie de vos compétences que de devoir repérer les signes d'une hypoglycémie. Faire des liens. C'est une jeune femme à qui on vient de découvrir un diabète, elle est sous insuline, elle est là, elle vous dit... En plus, vous avez vu ce matin qu'elle avait presque pas touché à son plateau repas. D'accord ? Ça d'ailleurs, il faudra le cibler. Ça, il faut le noter, qu'elle a peu mangé. Mais comme par hasard, à 10h, elle fait un malaise. 9 chances sur 10, ça pourrait être autre chose. Moi, en tant qu'infirmière, ça m'est arrivé. Quand un diabétique se sentait pas bien, la première des choses que je faisais, c'était de faire une glycémie capillaire pour voir en effet son taux de sucre. C'est la première des choses qu'on va faire chez un diabétique. Il y a des tas de fois, c'était pas ça. Et quand je prenais la tension ou quand on faisait un électrocardiogramme, on se rendait compte le problème, il était d'origine cardiaque, c'était pas du tout une hypoglycémie. Mais l'automatisme, un patient diabétique qui fait un malaise, la première des choses à laquelle il faut penser, c'est le malaise hypoglycémique. Donc c'est pas faux de dire que voilà, c'est une hypoglycémie. Si vous ne voulez pas trop vous mouiller, vous pouvez mettre malaise. Elle est bien là actuellement dans la salle de bain à 10h, vous l'avez bien vu faire un malaise. Dans les données, c'est le moment de repréciser que ce matin, elle a presque rien mangé au petit déjeuner. Et qu'au moment de sa toilette, elle se plaint d'avoir la tête qui tourne et de ne pas se sentir bien. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient qui fait une hypoglycémie ? Je sais que pour l'instant, on n'a pas fait encore le cours. La moindre des choses, on ne laisse pas le patient dans la salle de bain. Quand on fait une hypoglycémie, le risque, c'est de faire un malaise et de tomber. La première des choses, c'est de recoucher la personne, d'aller prévenir l'infirmière. Et c'est pour ça que j'ai mis, entre parenthèses, que l'infirmière va aussi faire une glycémie capillaire. Voilà. Donc, en collaboration avec l'infirmière, dans un cas comme ça, réel en service, vous pourriez noter l'hypoglycémie parce que la glycémie capillaire va très certainement montrer une glycémie très basse. Donc, une fois qu'on a géré l'épisode, on va cibler. Elle a fait une hypoglycémie, il s'est passé ça, elle n'a pas assez mangé, elle a fait un malaise à tel moment dans la salle de bain. Dans les actions, je l'ai recouché, j'ai prévenu l'infirmière. On a contrôlé la GT, il était à temps, et on a resucré la dame, puisque là, vous verrez que la conduite à tenir, c'est de resucrer la personne. Surtout à 10h, on est encore loin du déjeuner, donc on va resucrer la personne. Donc il y aura après, quand vous saurez, dans la vraie vie, vous irez jusque-là. Et évidemment, on recontrôle après. Le résultat, dans la vraie vie, le résultat, ce sera de voir ou pas remonter la glycémie. Ça ne remonte pas toujours. Voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que la glycémie remonte de façon instantanée et à des normes satisfaisantes. Mais si on en reste au cas, on ne sait pas, voilà, ça s'arrête là. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. Ça va jusqu'aux actions. Vous la recouchez, vous allez prévenir l'infirmière.
Et évidemment, il y aura d'autres choses derrière. Et le résultat, dans l'énoncé de l'exercice, je ne vous ai pas donné de résultat. Donc, ce n'est pas la peine d'en inventer. Nous passons maintenant à la situation clinique numéro 4. Donc là, on est en orthopédie. Monsieur T, vous aidez Monsieur T à faire sa toilette. Il a été opéré d'une prothèse de hanche il y a 3 jours. Au moment où vous l'aidez à se lever, à se laver les jambes, vous constatez que son mollet gauche est enflé, induré. Lorsque vous passez le gant dessus, il vous dit qu'il a mal. Eh bien, vous n'êtes pas médecin. Vous ne pouvez pas dire qu'il a une thrombose veineuse. Thrombose veineuse profonde. En effet, vous pouvez suspecter. On pourrait, à ce stade, dire suspicion de thrombose veineuse. Suspicion, même l'infirmière. Même l'infirmière mettra suspicion de thrombose veineuse. La thrombose veineuse sera confirmée par l'examen que vous connaissez dorénavant, l'écho-doppler, et c'est le médecin qui posera le diagnostic au vu de l'écho-doppler, du résultat d'écho-doppler, c'est lui qui posera le diagnostic de thrombose veineuse. D'accord ? Donc, le problème de ce patient, c'est sa douleur, où on aurait pu mettre suspicion de thrombose veineuse. Les données, rapidement, lors de la toilette, mollet gauche, œdémacié, induré, plus douleur. Vous voyez, c'est télégraphique. On ne fait pas des grandes phrases. Action, on lui a dit de rester au lit, et évidemment, on l'avait vu dans le cours de la thrombose veineuse, on va immédiatement. Là, il se trouve qu'il est déjà au lit. Il aurait été au lavabo, je me serais attendu que dans les actions, vous le recouchiez immédiatement dans son lit, comme on l'avait vu pendant les exercices sur la TVP. Là, il se trouve qu'il est déjà au lit, donc voilà, lui est dit de bien rester au lit, et vous allez immédiatement prévenir l'infirmière. Et il va se passer des choses après. Mais à ce stade, au regard de la situation que je vous ai donnée, on ne pouvait pas en noter plus. Maintenant, nous passons à la diapositive suivante. La situation clinique 5. Vous êtes en SSR, vous prenez en charge Madame F. Ce matin à 8 h, lorsque vous prenez les paramètres vitaux, elle vous dit qu'elle n'a toujours pas eu de selle ce matin et depuis 3 jours. Vous lui donnez quelques conseils, vous prévenez l'infirmière qui lui donne un laxatif qui est prescrit si besoin. Et à 10 h, Madame F sonne pour vous demander de l'accompagner au WC. Elle fera des selles abondantes et moulées et vous dira qu'elle se sent soulagée. Passons à la diapositive suivante, corriger de la situation clinique numéro 5. Bon, là, c'est pas très compliqué. Elle a eu un problème de constipation. Ce matin, vous constatez à 8 h, toujours pas de selle depuis 3 jours. Voilà, clair, net, précis. Les actions. Alors, vous avez vu dans l'énoncé, je vous ai dit, vous lui donnez quelques conseils. Ce qui serait bien, ce que j'attends justement, c'est que dans les actions, vous précisiez un petit peu ce que vous avez fait. Conseiller de boire, manger des légumes, faire un massage colique, puisque ça maintenant vous le savez, on a travaillé sur ces problématiques-là. Vous savez quels sont les bons conseils à donner. Infirmière prévenue lui a donné un laxatif. Alors j'ai rajouté entre parenthèses sur PM, c'est-à-dire sur prescription médicale. Et là pour le coup, enfin nous avons un résultat. Alors vous remarquerez, j'ai mis à 8 h au niveau des données, là, vous apprenez qu'elle n'a pas eu de selle depuis 3 jours. Et vous avez vu, je remets 1 heure au moment du résultat, à 10 h, accompagnée au vaisselle, a eu des selles abondantes et moulées, se dit soulagée. Alors non seulement on va aller au bout de la cible, c'est important. Ne vous dites pas, elle était constipée, je l'ai dit à l'infirmière lui a donné un laxatif, c'est bon, elle a eu des selles. Et je vais juste cocher dans le diagramme qu'elle a eu des selles. Ce n'est pas suffisant en soi. Il faut absolument que vous cibliez dans la transmission ciblée le problème de constipation. Les transmissions ciblées, ça permet justement, il y a une problématique, même si on arrive à la résoudre rapidement, il y a une problématique. C'est pas dit que dans 3-4 jours, elle recommence encore des épisodes de constipation. Ça veut dire qu'après, quand on regarde les transmissions ciblées, tout de suite, visuellement, on voit que c'est quelqu'un qui est sujet à la constipation. Et qui peut-être, il va falloir revoir avec la diététicienne, peut-être qu'il va falloir passer à d'autres mesures préventives, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à faire souvent des épisodes de constipation. D'accord ? Donc, c'est pas parce que là, le problème, il a été réglé en quelques heures, qu'on ne va pas le noter comme une cible. Elle a bien fait ce matin, elle était bien en problème de constipation. Et là, on avait tout. On a tous les éléments et on a le résultat. Alors maintenant, nous passons au TPG numéro 2, le premier exercice concernant le tableau. Alors, on va les reprendre un par un parce qu'il y a eu pour certains des confusions.
Donc, on va les reprendre un par un et je vais vous expliquer, je vais vous argumenter les éléments au fur et à mesure. Alors, on avait d'abord tout en haut risque de chute. Bon, ça en général, vous avez su. Risque de chute, chute ou risque de chute, c'est l'énoncé d'un problème. Donc, c'est une cible. C'est court, c'est net, c'est précis. Il y a risque de chute ou il y a eu un problème de chute. Voilà, c'est court, c'est net, c'est précis, c'est une cible. C'est une cible parce que c'est assez précis, mais ça ne nous donne pas beaucoup de détails sur les facteurs qui vous font penser qu'il y a un risque de chute important. On passe en dessous, rougeur au niveau du sacrum. Donc ça, c'est une donnée. Certains l'ont mis comme cible. Non, c'est trop long. C'est trop long pour une cible. Là, on est dans le cas d'un début d'escar. Elle a une rougeur au niveau du sacrum. Donc, la cible, ce serait plutôt escar. Rougeur au niveau du sacrum, c'est suffisamment précis pour que ce soit une donnée. Ensuite, on passe à altération de l'état cutané. Alors, beaucoup m'ont mis que c'était une donnée. Altération de l'état cutané, c'est l'intitulé d'un diagnostic infirmier. C'est une autre façon de dire qu'il y a une escar. C'est-à-dire qu'on ne pose pas vraiment le mot escar, mais on voit bien que la peau est altérée. C'est une cible. Pourquoi c'est une cible ? Parce que, il y a 3 mots, altération, état cutané. Bon. Ça ne précise pas où. Ce n'est pas suffisamment précis pour que ce soit une donnée. Alors qu'avant, vous voyez, on avait une rougeur au niveau du sacrum. Voilà, on sait que c'est rouge, on sait que c'est au sacrum. Donc ça, c'est une donnée, c'est suffisamment précis. Alors que altération de l'état cutané, c'est pas suffisamment précis parce que altération de l'état cutané, ça pourrait aussi bien être un érythème, une mycose, voilà, toute pathologie, tout problème au niveau de la peau qui a altéré l'état de la peau. Donc c'est pas suffisamment précis en soi et ça ne localise pas où. Donc on ne peut pas le mettre en donnée, c'est pas assez précis. Donc ça reste une cible. Aide à la toilette. Alors là, dès qu'on est sur aide, change, réfection de, là on est sur des verbes d'action. Donc forcément on est sur une action, là il n'y avait pas eu de difficulté majeure. C'est levé sans difficulté ce soir. Pourquoi est-ce que je mets que c'est un résultat ? Certains m'ont mis que c'était une donnée. Vous ne pouvez pas mettre une donnée, c'est levé sans difficulté ce soir. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de difficulté. S'il n'y a pas eu de difficulté, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc ça ne peut pas être les données d'un éventuel problème. Dans les données, ce serait le contraire. C'est que ça a été difficile, qu'il n'a pas réussi. Ça, c'est une donnée. C'est la donnée d'un problème. À partir du moment où on est plutôt sur quelque chose de positif, vous êtes sûr que c'est un résultat. Voilà. Parce que ça ressemble à une donnée, mais une donnée qui est très positive. Voilà. C'est levé sans difficulté ce soir. On imagine qu'il y a eu un problème dans la journée, ce soir il a réussi à se lever. Ensuite, douleur à type de brûlure au niveau de la jambe. C'est une donnée. La cible serait douleur, parce que douleur c'est suffisamment précis, on sait que c'est un problème de douleur, mais ça ne situe pas, ça ne donne pas suffisamment d'éléments. D'accord ? Donc douleur tout seul, c'est une cible, c'est très bien. Après, il va falloir la caractériser, il va falloir la détailler, cette douleur. Donc quand on vous dit un type de brûlure au niveau de la jambe, on a les caractéristiques de la douleur et on a la localisation de la douleur. Donc ça, on est vraiment dans de la donnée. Ensuite, conseil donné sur l'importance d'une bonne hydratation. Conseil donné, je lui ai donné des conseils. J'ai agi, donc on est bien dans l'action. Et enfin, a encore mal ce matin malgré la prise des antalgiques. A encore mal ce matin malgré la prise des antalgiques. Vous allez me dire, là c'est négatif, le résultat est négatif, on voit bien c'est des choses, ça ne l'a pas calmé. Oui, c'est un résultat, mais c'est un résultat négatif. Je vous renvoie au cours. Je vous ai dit qu'un résultat, il peut être total, on a un résultat positif, total. Il peut être partiel, on a des trucs qui sont bien et puis pas complètement. Et puis parfois, on a un résultat qui est complètement négatif. On n'a pas réussi à régler le problème. Un résultat, ça peut aussi être ça. Là, on est dans le type de résultat négatif. A encore mal ce matin, malgré la prise des antalgiques. Pourquoi c'est un résultat et que ce n'est pas la donnée d'un problème ? Parce que le fait malgré la prise des antalgiques, ça veut dire qu'on a donné des antalgiques,
Donner des antalgiques, c'était l'action du problème. Et on constate que malgré les antalgiques, la personne a encore mal. On est bien sur un résultat, mais un résultat négatif. Mais c'est bien du résultat. Nous passons à la diapositive suivante. Toujours l'exercice numéro 1, TPG2, la suite du tableau. À des sueurs et une température à 38,7. Voilà, c'est clair, c'est précis, on donne des éléments cliniques, on est bien sûr de la donnée. Là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Ensuite, aider à l'habillage. Aider, aide, on est sur un verbe d'action, c'est une action. Risque de fugue. Alors certains m'avaient mis que c'était une donnée. Non, risque de fugue, comme tout à l'heure le risque de chute, voilà, c'est un risque, c'est-à-dire que c'est un problème potentiel. Un problème, il est soit réel, ce serait la fugue, soit potentiel, c'est un risque. Hein. Donc là, il y a un risque de fugue, donc c'est bien une cible, c'est bien un problème. Ensuite, nous avons sommeil. Alors vous avez vu, je vous ai mis en face rien. C'est tout à fait le genre de cible qui ne veut rien dire. Sommeil, ça ne veut rien dire. Je ne vois pas où est le problème. Alors vous allez dire, ah ben oui, mais ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du sommeil. Et bien dans ces cas-là, mettez troubles du sommeil. Voilà, et après vous caractériserez les troubles du sommeil. Sommeil, ça ne veut rien dire. Voilà. Comme si je mettais chaussures, parce que la dame, elle a perdu ses chaussures. Ben non. Donc c'est rien. Comme on verra tout à l'heure dans les autres exercices, c'est comme quand vous me mettez alimentation, élimination. D'ailleurs, je crois qu'on va le voir après. C'est trop vague. Donc, je ne veux pas ce genre de cible, ça veut tout dire et rien dire. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans les dossiers, dans les dossiers à l'hôpital ou dans les EHPAD, on a ce genre d'intitulé. Ok, mais nous sommes en formation. Moi, je suis là pour vous apprendre le modèle le plus performant. Donc, vous écoutez Madame Quincampoix et vous essayez de faire en sorte que vos cibles soient très précises. Escar. Bon, ben voilà, escar, c'est une cible, il n'y a pas de problème particulier. Ensuite, à manger la totalité de son plateau. À manger la totalité de son plateau. C'est plutôt une bonne chose. Donc, c'est forcément un résultat. Certains m'ont mis que c'était une donnée. Bah, donnée de quoi ? Donnée de quoi ? C'est bien qu'il ait tout mangé, il a bon appétit. C'est normal qu'un patient mange la totalité de son plateau. Ça, c'est normal. C'est que tout va bien. Donc, ça ne peut pas être la donnée d'un problème. Ce n'est pas un problème de manger tout son plateau. Ça ne peut donc être qu'un résultat. Et là, pour le coup, un résultat positif, parce que du coup, il a eu bon appétit. Douleur, c'est une cible. Bon, là, voilà, je pense que pas de problème particulier. Et enfin, là, en bas, pansement de moignon hémorragique. Alors, beaucoup se sont fait avoir avec le mot pansement. On a tendance à réduire quand on dit pansement. Une infirmière, elle pense, d'accord ? Elle fait la réfection, elle fait des pansements. Elle fait la réfection du pansement. Ça, c'est une action. Réfection du pansement, c'est une action. Par contre, quand vous constatez qu'une personne qui a un pansement et que ça saigne en dessous et que le pansement est taché de sang, on est bien sur une donnée. On est bien sur un constat. Vous avez recueilli cette information. Vous êtes venu pour lui faire sa toilette. C'est quelqu'un qui a été amputé, qui a un moignon. Dieu sait si c'est très hémorragique, un pansement de moignon, ça peut être très hémorragique. Vous constatez que le pansement est plein de sang, c'est bien que vous avez constaté que le pansement de moignon était hémorragique. C'est un constat, c'est donc une donnée et non pas une action. L'action, ce serait... Après, dans les actions, en effet, l'infirmière sera venue refaire le pansement. Il y aura eu la réfection du pansement. Nous passons à la diapositive suivante. Fin de TPG2, exercice numéro 1, fin du tableau. Gastro-entérite, vous avez vu ce que je vous ai mis. Diagnostic médical. Donc, ce n'est pas à vous de poser ça dans les transmissions ciblées. D'accord ? Ça, vous ne pouvez pas poser ce genre de cible. C'est un diagnostic médical. Comme je le disais tout à l'heure, élimination, c'est rien. Je ne veux pas de ces intitulés trop vagues qui ne veulent rien dire. Élimination, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être un problème de constipation, ça peut être un problème de diarrhée, ça peut être un problème urinaire. Si la personne elle a un problème de constipation, 2 jours après, elle a un problème urinaire, 3 jours après, elle a un problème de diarrhée, eh bien, quand je vais regarder les transmissions de la semaine, je vais voir élimination, élimination, élimination.
Et je vais me dire, ah, la dame, elle a un problème d'élimination. Et il va falloir que je relise l'ensemble de tout ce que vous avez mis dans les données pour me rendre compte qu'elle a eu un problème de constipation, un problème urinaire et un problème de diarrhée. Donc, ce n'est pas efficace. Les transmissions ciblées, elles ont aussi cet intérêt d'être très concises, très courtes et très visuelles. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'en lisant la colonne des cibles, on voit comme ça, de façon jour après jour, quels sont les problèmes récurrents qui reviennent. Quels sont les problèmes que la personne a le plus souvent ou quels sont les différents problèmes que la personne a eus dans les jours précédents. Donc, élimination, ça ne me convient pas. Voilà, c'est trop vague, c'est trop imprécis. Ensuite, infirmière prévenue qui n'a pas voulu prendre ses médicaments. Ça, vous avez su dire, c'était une action, puisque c'est le fait d'aller prévenir l'infirmière. Apyrétique depuis ce matin. Il y en a encore qui m'ont mis que c'était une donnée. Apyrétique. Apyrétique, ça veut dire qu'il n'a pas de fièvre. S'il n'a pas de fièvre, tant mieux, tout va bien. Ce n'est pas un problème. Ça ne peut donc être que le résultat d'un problème de fièvre qu'il a eu antérieurement. Aide à la détente par un massage. Aide, une action. Psychologue. Alors, psychologue, si vous revenez à votre cours, psychologue, c'est une cible. Ça veut dire qu'il y a eu consultation, il y a eu visite de la psychologue. D'ailleurs, la psychologue, c'est elle en même temps qui va l'écrire. Mais psychologue, elle va écrire certains éléments qu'elle veut porter à la connaissance de l'équipe soignante. Et enfin, perturbation des habitudes de sommeil. Alors, c'est une cible. Tout à l'heure, sommeil, ça ne me plaisait pas. Perturbation des habitudes de sommeil. Bon, c'est l'intitulé d'un diagnostic infirmier. Ça paraît un petit peu pompeux. Vous n'êtes pas obligé d'écrire dans ce jargon-là. Mais en effet, on voit bien, voilà, il a un sommeil, ou vous pourriez mettre sommeil perturbé. C'est mieux que sommeil. Sommeil. Quoi, sommeil ? Sommeil. Ça ne veut rien dire, sommeil. Sommeil perturbé, c'est déjà un petit peu plus précis. Et derrière, on va expliquer. Alors maintenant, nous passons, toujours dans le TPG numéro 2, à l'exercice numéro 2, le premier exercice du tableau. Donc, vous aviez les données, les actions, les résultats. Voilà, au regard de ce qui vient de se passer, c'est fatigue ou asthénie, ça veut dire la même chose. Regardez bien, il y en a qui m'ont fait d'autres propositions. On vous dit, il n'a plus d'énergie, même pour faire sa toilette. Il a du mal à s'intéresser à quelque chose, à se concentrer. Voilà, en action, ne pas le réveiller avant 8h30, décaler la toilette vers 10h. Et à la fin, se dit satisfait de la proposition, on essaiera demain. Aujourd'hui, il est trop fatigué. Vous voyez bien, son problème, c'est qu'il est fatigué. Il n'arrive même pas à se concentrer. Vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à faire vos cours. Voilà. Donc la proposition de réponse, c'était fatigue ou asthénie. Et c'était vraiment ce qu'il y avait de plus pertinent. Passons à la diapositive suivante. Deuxième, toujours l'exercice numéro 2. Là, la réponse était escar. Parfois, certains n'ont pas osé. Ils ont mis rougeur. Non. Rougeur au niveau des 2 talons, ça, c'est une donnée. Après, il y a les actions, décubitus latéral droit, gauche, le matelas qui a été mis sur prescription. Et on constate que les rougeurs sont moins apparentes le soir. On est bien dans le cadre d'une escar. Allez-y, escar. N'ayez pas peur des mots. Nous passons à la diapositive suivante. Toujours TPG numéro 2, exercice numéro 2. Là, on était sur la proposition perte d'appétit. Inappétence, perte d'appétit. Voilà, c'était pas autre chose. N'a pas mangé son entrée ni son dessert, nanana. Dit que la nourriture, alors du coup vous l'interrogez, dit que la nourriture de l'hôpital ne lui plaît pas, infirmière prévenue, on a revu ensemble, voilà, par rapport à ce qu'il préfère. Et puis notamment lui présenter son repas dans une assiette pour essayer de lui donner plus d'appétit. Et on constate qu'il a mangé, on a un résultat. On est bien sur de l'inappétence. Et pas de l'anorexie. Je crois que personne ne l'a mis, mais on n'est pas sur de l'anorexie. On passe à la diapositive suivante. On arrive sur la dernière proposition. Donc là, on était sur un problème de diarrhée. C'est clair, c'est net. 3 selles liquides depuis ce matin. 3 selles liquides. Revenez à votre définition. C'est quoi la diarrhée ? C'est l'émission d'au moins 3 selles par jour. Là, on est dans un cas de diarrhée. Il n'y avait pas autre chose. Certains m'ont mis élimination. Je n'en veux pas. C'est trop vague. Ça ne veut rien dire. Parce que constipation, vous allez me mettre élimination. Ce n'est pas suffisamment précis. D'accord ? Alors maintenant, nous passons au TPG numéro 3.
Il y avait un seul exercice, exercice numéro 1. Alors je suis désolée, mais à culpa, j'avais voulu faire une petite blague en mettant Madame Drané, Rachel, et puis après j'ai changé au début, et puis j'ai pas changé après dans l'intitulé. Donc désolée, je m'en excuse, c'est exactement la même personne. Voilà. Donc on a cette dame, elle est un petit peu désorientée, vous arrivez le matin, vous la trouvez habillée avec son sac à main, elle vous dit qu'elle veut partir. Voilà, le genre de truc typique en EHPAD des personnes Alzheimer, qui ne savent pas où elles sont, elles veulent rentrer chez elles, elles sont habillées dans le sac à main, elles ont des choses à faire. Donc il y avait déjà cette problématique-là, on va voir, on va la cibler. Et puis il y avait aussi son histoire de fièvre et de ses crachats purulents. Donc nous passons au corrigé. Diapositive suivante. Corrigé de l'exercice numéro 1, TPG numéro 3. Donc là, je vous ai fait un tableau. Voilà, vous pouvez utiliser. Voilà. Donc, il y avait deux propositions. Il y a le fait quand même qu'elle soit désorientée. Parce que, alors, c'est probablement la fièvre qui a peut-être majoré, mais elle n'a pas besoin d'être fiévreuse pour avoir ce type de comportement. D'accord ? Donc là, ce matin, vous la voyez dans cet état-là. Alors, c'est sûr, si tous les matins, elle vous fait ça, on ne va peut-être pas le cibler tous les matins. Mais si de façon exceptionnelle, elle vous fait un truc comme ça, ciblez-le, qu'elle était vraiment désorientée, que du coup, vous l'avez retrouvée avec son sac à main, voilà ce qu'elle était en train de dire, et après, vos actions. Donc, vous proposez des actions. Là, voilà, je vais expliquer la nécessité de faire sa toilette, et vous la resituez un petit peu dans l'espace. Dans le temps, il ne faut pas chercher. Les Alzheimer, vous allez plus les inquiéter qu'autre chose. On en reparlera quand on parlera des démences Alzheimer. Au moins la resituer, voilà, dans sa chambre. Donc, accepter, toilette effectuée, parce que c'est vrai que du coup la toilette va être réalisée, alors dans d'autres conditions que prévues initialement, mais il est vrai que là vous pouvez cibler un résultat, parce que finalement vous avez réussi à la convaincre de faire sa toilette, puisqu'on verra après que la toilette a été effectuée. Et puis il y a un autre problème. Alors, c'est un peu compliqué à cibler. Vous auriez pu faire 2 petites cibles sur la fièvre et sur la toux. Mais il est fort probable que tout soit lié, puisque d'un seul coup, elle se remet à avoir des crachats purulents, abondants, et de la fièvre à 39,1. Donc, voilà. Donc, vous pouvez mettre suspicion d'infection pulmonaire ou suspicion d'infection. Vous pouvez préciser pulmonaire, parce qu'on est quand même... il y a de fortes chances que ce soit à ce niveau-là, qu'il y ait un lien direct. Après, je vous ai mis entre parenthèses, vous pouvez mettre fièvre et toux. Voilà. Si vous ne voulez pas vous mouiller, fièvre et toux, c'est-à-dire, voilà, ce matin, il y a un problème de fièvre et de toux. Vous pouvez les mettre ensemble et comme ça, vous donnez les données. Voilà, alors mettez bien l'heure, à 9h30, vous avez pu constater. Certains ont mis, oui, dans les actions, j'ai pris le pouls, j'ai pris la tension, j'ai pris la température. Non, c'est... La prise des constantes, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans les actions. Dans les actions, vous pouvez mettre éventuellement qu'il faudra continuer à surveiller sa température. D'ailleurs, là, je ne l'ai pas mis, on aurait pu le rajouter. C'est bien parce que vous lui avez touché la peau. C'est pour ça que vous voyez, je ne l'ai même pas remis dans les données. Je dis, oh là, mais elle m'a l'air bien chaude. Et là, vous avez pris les constantes. Et là, vous avez constaté le problème. Vous avez identifié le problème. Oh là là, mais elle a de la fièvre à 39. C'est énorme, surtout chez une personne âgée. Donc, le signe d'appel, c'est qu'elle avait la peau chaude. Et vous, derrière, vous avez été chercher d'autres éléments, d'autres données. En prenant les paramètres vitaux, vous allez plus loin dans votre raisonnement. Vous ne dites pas simplement, ce serait, vous savez, on se souvenait quand on expliquait faire du raisonnement clinique pauvre, ce serait de cibler qu'elle avait la peau chaude. Ça, c'est du raisonnement clinique chaud. Vous tâtez, vous voyez bien qu'elle est brûlante au niveau de sa peau. Vous allez plus loin. La première des choses que vous faites, c'est de lui prendre sa température. Et qu'avec la température, on va au moins associer le pouls. Donc, vous avez pu constater qu'elle avait la peau chaude, donc vous avez pris les constantes. Donc, vous notez ce matin à 9h30 dans les données, 39,1, et un pouls à 98. Bon, on a rajouté la tension, comme ça donne un élément supplémentaire. Et puis, comme on est sur une suspicion d'infection, ou bien si vous avez noté fièvre et tout, il va falloir parler aussi de sa dyspnée et de la quantité d'expectoration qui deviennent épaisses et tout ça. Et on peut rajouter aussi l'état de fatigue. Voilà, du coup, vous lui proposez de lui faire la toilette au lit, vous la réhydratez, 39, vous avez intérêt à la faire boire, et vous lui avez donné un nouveau crachoir, et puis vous êtes allé prévenir l'infirmière. Voilà, c'est les quelques propositions d'action que vous pouvez faire dans une situation comme celle-là.
Dernière diapositive. Je vous avais demandé quelles étaient... Alors là, j'aurais pu vous mettre un diagramme, hein, mais bon, je ne l'avais pas sous la main, puis ça nous aurait fait une image très petite. Donc voilà, du coup, je vous ai demandé comme ça de proposer à main levée quelles étaient les informations que vous alliez noter sur le diagramme et sur les paramètres sur la feuille de paramètres vitaux. Donc sur le diagramme, mettez bien, c'est une aide à la toilette au lit. Hein, ne mettez pas simplement aide à la toilette. Bien aide à la toilette au lit, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, vu son état, c'est une toilette qui aura lieu au lit. Réfection du lit, l'environnement, en général, c'est des trucs qu'on va cocher. Et la surveillance de la douleur. Si vous regardez dans l'intitulé, c'est bien noté qu'elle n'a pas de douleur. Hein. Et dans le diagramme de soins, on peut cocher la surveillance de la douleur. Donc, il faudra mettre 0. Et sur la feuille de paramètres vitaux, vous allez pouvoir noter la température, le pouls, la tension. Et en douleur, vous pouvez noter 0. Donc, soit vous le mettez sur le diagramme, l'évaluation de la douleur, soit vous le mettez sur les paramètres vitaux et vous mettez 0, puisque c'est bien noté dans l'énoncé qu'elle n'a pas de douleur. Voilà, j'espère que en reprenant comme ça exercice par exercice, vous aurez mieux compris ce qu'était une cible, comment doit se formuler une cible, toujours très courte. La cible est vraiment l'intitulé d'un problème. Donc c'est pas une phrase, c'est un intitulé très court, mais suffisamment précis. Et je le répète, je ne veux pas de cible vague et imprécise. Au niveau des données, vous mettez tous les éléments que vous avez pu recueillir, que ce soit les plaintes, les dires du patient, ce que vous avez pu constater, ce qu'il n'est pas capable de faire, l'état de sa peau, il transpire. Et puis, en effet, si vous avez pris les paramètres vitaux et que vous avez vu qu'il avait un problème au niveau de la tension, de la température, c'est une donnée. D'accord, sur le moment, c'est une action parce que vous avez pris les paramètres vitaux. Mais en faisant cette action-là, c'est pour rechercher des données supplémentaires. Donc, certes, c'est une action, mais du coup, ce que vous recueillez devient une donnée. C'est pas pareil que de dire j'ai fait une aide à la toilette. Une aide à la toilette où j'ai incité la personne à boire. Ça, c'est une vraie action et ça va dans les actions. D'accord ? Ça n'apporte rien de plus. Par contre, dire je suis allé prendre le Dynamap, j'ai pris les constantes et du coup, j'ai obtenu ça et ça. J'ai obtenu ça et ça devient des données. Donc ça doit être dans les données. Les résultats de paramètres vitaux doivent être dans les données. Ou dans les résultats. Parce que des fois, on va recontrôler et il va s'avérer que la personne elle a toujours de la fièvre ou au contraire, elle en a moins. On va cibler tout ça, on va donner ce résultat, ce nouveau résultat, cette nouvelle donnée, on va le mettre en résultat. D'accord ? Les actions, je vous demande toujours d'aller un petit peu plus loin que ce qui est éventuellement proposé dans l'énoncé. Je fais vraiment appel, surtout que l'évaluation aura lieu au mois d'octobre. Vous aurez fait plein de stages, vous aurez plein de connaissances, donc vous serez à même de proposer des actions pertinentes au regard du problème qui se présente à vous. C'est le cas de la personne qui a une suspicion de thrombose veineuse. La première des choses, c'est qu'on la recouche. Voilà ce que j'attends. J'attends que parfois que vous ayez des propositions d'actions qui soient pertinentes. Alors, parfois, je vous en mettrai dans l'énoncé, mais pas nécessairement toutes. Et au niveau des résultats, s'il n'y en a pas dans l'énoncé, n'allez pas m'en inventer. Dans la vraie vie, on n'a pas toujours le résultat immédiatement. Et le résultat peut être aussi un résultat négatif, ne l'oubliez jamais. Et ce n'est pas parce que c'est négatif, pour le coup, qu'on ne va pas le noter. Voilà, donc j'espère que toutes ces explications auront été éclairantes. On refera de toute façon ultérieurement d'autres exercices, ne vous inquiétez pas. J'espère que d'ici là, on sera déconfinés et on pourra en discuter de vive voix en cours. À bientôt!